C'est comme vous le souhaitez. Maire, c'est peut-être un peu anticipé. Ouais. Je vous remercie en tout cas de me recevoir, de recevoir CNews ici à Lyon en direct, le premier jour après votre démission du gouvernement, une démission qui a été volontaire, retentissante et, comme dit ce matin l'Opinion à Paris, le journal, tonitruante. Vous saviez quand vous avez pris votre décision que votre départ provoquerait un choc? Oui, je ne pensais pas, à vrai dire, qu'il provoquerait ce choc-là. Parce que j'avais parlé au président, je lui avais dit que je voulais partir. Comme vous le savez, il y avait eu un certain nombre de rumeurs qui couraient depuis quelque temps. Et donc, moi, je ne voulais pas que ma problématique, à moi, personnelle, déstabilise l'institution, parce que l'institution, police, gendarmerie, doit fonctionner. Elle est essentielle pour la sécurité des Français. Vous ne vouliez pas, mais c'est ça que ça a provoqué. Oui, je crois que aujourd'hui, le président de la République et le Premier ministre sont en train de régler le problème. Vous savez, vous connaissez le temps. Dans 3 jours, personne n'en parlera plus. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Est-ce que je dois dire monsieur le maire ou monsieur le ministre? C'est comme vous le souhaitez. Maire, c'est peut-être un peu anticipé. Ouais. Je vous remercie en tout cas de me recevoir, de recevoir CNews ici à Lyon en direct, le premier jour après votre démission du gouvernement, une démission qui a été volontaire, retentissante et, comme dit ce matin l'Opinion à Paris, le journal, tonitruante. Vous saviez quand vous avez pris votre décision que votre départ provoquerait un choc? Oui, je ne pensais pas, à vrai dire, qu'il provoquerait ce choc-là. Parce que j'avais parlé au président, je lui avais dit que je voulais partir. Comme vous le savez, il y avait eu un certain nombre de rumeurs qui couraient depuis quelque temps. Et donc, moi, je ne voulais pas que ma problématique, à moi, personnelle, déstabilise l'institution, parce que l'institution, police, gendarmerie, doit fonctionner. Elle est essentielle pour la sécurité des Français. Vous ne vouliez pas, mais c'est ça que ça a provoqué. Oui, je crois que aujourd'hui, le président de la République et le Premier ministre sont en train de régler le problème. Vous savez, vous connaissez le temps. Dans 3 jours, personne n'en parlera plus. Donc vous dites que c'est une péripétie, vous, ou parce que le président de la République minimise, relativise? Ça, on peut le comprendre, mais comment ça peut être une péripétie quand vous avez été le soutien essentiel du candidat Macron à un moment donné, puis son ministre d'État de confiance, et en plus, vous lui avez imposé au président de la République votre propre départ? Alors, ça serait une crise grave si tout lien était coupé et que tout d'un coup, je parte en disant que tout ce que j'avais aimé, je le brûlais. Ce n'est pas du tout le cas. Je dis un certain nombre de choses, je prends des positions, certes fortes, mais en même temps, je continue à converser avec le président de la République, à donner un certain nombre de mes sentiments, parce que je crois que pour moi, ce qui est important, à travers sa personne, c'est l'avenir de la France. Ouais. Mais dans cette rentrée de cauchemar, il n'avait pas besoin de ce que vous lui avez fait. Oui, je crois qu'il est plutôt sur une pente où il est en train de redresser les choses. On s'aperçoit par exemple que sur un certain nombre de réformes, par exemple la réforme sur les retraites, il a bougé beaucoup depuis le début de la saison. Que sur le problème par exemple des départements, vous verrez demain, il va bouger, des collectivités en général, il va bouger. Donc il est en train de rectifier un certain nombre de points. C'est-à-dire qu'il tient, ou il devra tenir compte de ce qu'on dit autour de lui. Oui, je pense. On va voir les recommandations tout à l'heure, mais il faut dire que tout a été très vite. Ça a commencé il y a 15 jours avec votre déclaration à l'Express, une petite phrase qui annonçait que vous resteriez place Beauvau jusqu'aux élections européennes. Un ministre fixait lui-même le moment de son départ. Ça s'est jamais vu, ça, Gérard Collomb? Oui, vous savez, en même temps, il y a beaucoup de gens qui annoncent dans les journaux qu'ils vont être candidats dans telle ou telle ville. Quelquefois, les plus précautionneux en choisissent plusieurs. Comme ça, ils peuvent avoir au moins leur cible. Moi, je pense qu'il faut toujours dire la vérité, qu'on la doit aux Français, qu'on la doit aux Lyonnais. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est l'occasion sur CNews de faire
d'explications. Absolument, et merci de nous recevoir. Mais vous vous doutez bien qu'en disant dans l'Express, je vais faire ça dans 9 mois, vous ne pouviez pas être un intérimaire, un ministre. Mais il n'y a pas d'intérimaire. Vous savez, vous fixiez le délai. Pour celles et ceux qui me connaissent, moi je suis toujours à plein temps dans mes fonctions. Et croyez-moi, au ministère de l'Intérieur, ceux qui travaillent avec moi ont vu que je travaillais de manière extraordinaire parce que moi je suis toujours à fond dans les dossiers que je traite. Lundi soir, vous remettez au président de la République votre démission. Qu'est-ce qu'il vous dit pour expliquer son refus de votre départ et pour que vous restiez? Qu'est-ce qu'il vous dit, Gérard? Il me dit, Gérard, j'ai encore besoin de toi, ne pars pas tout de suite. Et moi, je pensais qu'au contraire, je l'affaiblissais en restant. Et donc, le lendemain, non, mais quand vous sortez de l'Élysée à ce moment-là, vous pensez que peut-être il vous avait convaincu que vous alliez rester? Oui, parce qu'il a une force de conviction assez forte. Lui-même a connu ce genre de situation, puisque ce sont des décisions dures à prendre. Lorsqu'il s'en va du ministère de l'économie et des finances, par exemple, il doit s'y reprendre à 2 fois. C'est pas facile, parce que vous avez de l'amitié pour quelqu'un, mais en même temps, vous pensez que vous devez prendre cette direction. Oui, mais quand vous partez de l'Élysée le lundi soir, est-ce que vous lui dites que vous partirez de toute façon? Je lui dis que je ferai une interview au Figaro le lendemain. Mais sans lui dire le contenu, je vais m'en aller. Parce que vous dites, je maintiens ma démission. Je suis encore dans un doute, oui. Alors, justement, le lendemain, via la presse, vous annoncez votre départ. Peut-être l'annonce était faite un peu trop tôt, à mon goût. Ah oui. Mais qu'est-ce qui a déclenché le déclic? Pourquoi, entre la veille et le lendemain matin, je m'en vais? Mais si vous voulez, il y avait déjà une période de doute. Et à quel moment se cristallise la décision? Vous connaissez les mécanismes de l'esprit humain, il y a toujours un moment qui fait basculer. C'est ça, il y a le moment, mais qui est là? Qui encourage? Qui vous dit vas-y ou... Peut-être, il n'y avait personne, peut-être c'est des décisions que vous prenez évidemment tout seul. Peut-être le souvenir, je l'ai dit, de la détresse des parents des filles qui avaient été tuées à Marseille, à la fois grande dignité dans leur discours, grande détresse, et donc un sens accru des responsabilités. Oui, mais et vous dire, je ne veux pas que l'institution que je dirige soit effectivement abîmée pour des raisons personnelles. C'est-à-dire vous sentiez la menace terroriste et les conséquences que pouvait avoir l'insécurité alors qu'on vous demande d'être l'homme de la sécurité. Oui, mais justement, est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'il y a beaucoup de rumeurs comme ça, vous ne déstabilisez pas l'institution? C'est la question que je me posais. Au même moment à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe, le Premier ministre, explique que vous êtes en train de vous consacrer pleinement à votre mission de lutte contre l'insécurité, etc. Et il reçoit l'annonce par le Figaro en direct, en pleine figure, que vous partez. C'est un camouflet. Pourquoi ça? Pourquoi? Je comprends qu'il a été en difficulté à ce moment-là. L'annonce ne devait sortir qu'à 18h, elle est sortie plus tôt. Donc il y a le vote siège vide à l'Assemblée nationale. Du journal. Oui, et je comprends que pour lui, ça a été un moment de grande solitude. Vous vous êtes expliqué depuis, peut-être excusé? Nous nous sommes expliqués, je lui ai dit les circonstances, et effectivement, je me suis excusé auprès de lui. Hein, et vous avez gardé des nous avons contacts, gardé des relations qui sont bonnes, et dans l'avenir, nous continuerons à travailler ensemble. La phrase finale qu'il prononce, c'est « Gérard, nous nous reverrons ailleurs ». Oui, mais ça, c'est du baratin. Ben non, c'est pas du baratin. C'est du solide entre la courtoisie, l'élégance, et en même temps, qui se sont appréciés. D'accord, mais en même temps, de part et d'autre, on se fait la tronche, je ne peux pas dire autre chose. Je ne vois pas qu'on se fasse parce que vous êtes resté longtemps. Est-ce qu'on se fait la tronche, par exemple? Non, pas du tout. Nous, on n'a aucune raison. Nous, on n'a aucune raison, mais pour rester un long moment comme ça, les bras croisés, vous l'attendez. C'est parce que je l'attends, et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il part, qu'il y a au début un faux départ depuis Matignon et qu'il arrive en retard. Oui, mais vous avez été humilié, ou il a voulu vous humilier, ou vous avez voulu le faire payer? Parce que quand on lit ce qu'on lit, on peut avoir cette impression. Oui, mais vous savez, il ne faut pas toujours croire, vous le savez, le premier, M. El Kabbach, ce qui a marqué dans les journaux. Oui, non, quelquefois, il faut les croire. Mais par exemple, oui, justement, les petites phrases que vous avez distillées dans les journaux, oui. La dénonciation de l'esprit de cour, vous dites on ne peut plus lui parler, ça vous l'avez dit. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de courtisans dans toutes les équipes. Non, on ne peut plus lui parler à Emmanuel Macron. Oui, on peut lui parler, mais à un moment donné, il peut être agacé, mais il faut toujours lui parler. Oui, vous dites bientôt il faudra se prosterner devant lui, le manque d'humilité.
Vous saviez que ça provoquerait... Le manque d'humilité, c'était de manière générale, parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrivait au pouvoir, qui du coup, évidemment, était forte de ses convictions, et peut-être moins à l'écoute qu'elle n'aurait dû l'être, mais c'est normal que cela se passe comme ça, et cela se corrige dans le temps. Maintenant, vous êtes en train de dire que c'était une autocritique. Quand je dis le manque d'humilité collective, vous vous mettez dedans, mais en réalité, vous le visiez. Hein? La mienne aussi, sans doute. Oui, mais c'est encore un mauvais coup. Ça fait un coup plus un coup, c'est des mauvais coups répétés qui portent atteinte à l'autorité du président de la République. Je pense, si vous voulez, que c'est à force de ne rien dire, justement, et de ne pas vouloir porter des coups qu'on affaiblit. Les coups ne sont pas forcément en place publique, ils peuvent être dits dans le privé, et j'avais plutôt l'habitude de porter des conversations privées avec le président de la République. À un moment donné, vous pensez que pour faire bouger les lignes, il faut effectivement dire une parole publique. Mais ça fait très longtemps que sur tel ou tel point, j'ai des conversations de fond avec le président de la République. On en avait déjà pendant la campagne. Quand vous partez, qu'est-ce que vous constatez qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi il y a cette rentrée? Pourquoi il y a ces couacs? Peut-être, on sait bien que sur un certain nombre de sujets, il y a eu une accumulation de faits qui montraient qu'on n'était pas dans la bonne direction. Sur le problème des retraites, par exemple, on n'était pas dans la bonne direction. Sur les collectivités locales, on voit bien qu'il y a un malaise aujourd'hui entre l'État et les collectivités locales, alors que pourtant, on n'a jamais fait autant qu'aujourd'hui. Donc il faut essayer de résoudre tout cela. Alors aujourd'hui, le président de la République va célébrer les 60 ans, 2 fois 30 ans, de la Constitution du général de Gaulle. Il va même aller à colomber les deux églises. Et votre démission imposée, elle ne respecte pas les institutions, ni l'autorité du président de la République. Vous savez, vous l'avez affaibli. Alors, comme vous pourriez l'affaiblir. Il y a déjà eu des précédents dans les institutions, puisque un des premiers ministres du général de Gaulle, André Bouloche, avait démissionné comme je l'ai fait. Après, les institutions, depuis 60 ans et tous les aléas, elles en ont vu d'autres. Et justement, ce qu'il y a de bien dans ces institutions, c'est qu'elles résistent à tout. Ouais. Donc là encore, elles résistent. Même au coup donné par Gérard Collomb. Elle résiste à tout. C'est pas Gérard Collomb qui va tout d'un coup ébranler les institutions de la Ve République. L'article 8, le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Et sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et il met fin à leurs fonctions. Vous avez mis fin à vos fonctions malgré... Vous ne l'avez pas respecté. Mais nous sommes en pleine révision de la Constitution. Comme vous il faudrait corriger l'article 8. On va peut-être faire un codicile. Vous êtes passé de la ferveur, de l'enthousiasme pour ce jeune candidat, etc., au désenchantement, à la critique, aux flèches. Vous êtes passé des larmes à la colère. Qu'est-ce qui vous a blessé ou qui vous a blessé? On garde toujours avec Emmanuel Macron des relations de qualité. Mais qu'est-ce qui a été déclencheur? Et donc, nous avons toujours cette capacité à nous dire un certain nombre de choses. Moi, vous voyez, je crois que pour un dirigeant, le plus précieux, c'est d'avoir des femmes et des hommes autour de lui qui lui disent ce qui va et ce qui ne va pas. Et en général, ce sont les plus fidèles, les plus anciens qui peuvent dire un certain nombre de choses. Mon ami Richard Ferrand, par exemple, est quelqu'un qui est capable de parler au président comme moi je le parle. Vous dites les plus anciens parce qu'il y a des jeunes autour de lui. Parce que vous avez une équipe historique, nous on l'a connue tout au début, vous avez ensuite plein de jeunes qui sont arrivés, c'est normal, dans les cabinets par exemple, et qui sont d'une telle déférence, et je les comprends, ils ont 25, 30 ans, ils commencent une carrière, et donc ils essayent d'anticiper les désirs même du président, mais qui ne sont pas forcément sa volonté. C'est pas bon l'excès de zèle. Ce n'est pas bon, non. Et quelle est sa part de responsabilité à lui? Peut-être justement de ne pas avoir cette écoute, mais c'est sa responsabilité, c'est la responsabilité de ses fonctions. Cela fait 30 ans maintenant que l'on dit que la présidence enferme. Et donc, il faut avoir des gens qui, au dehors, sont les capteurs. D'accord, il y a les capteurs. Vous vouliez en quelque sorte le libérer pour pas qu'il soit isolé, pour pas qu'il soit enfermé.
vous partez, donc il va être enfermé ou il y en a d'autres Mais on va se téléphoner toujours. Ouais. Ah ouais. Vous verrez que nous aurons des rencontres avec Emmanuel Macron plus tôt que vous ne le pensez. Non, mais on peut penser que le temps efface. Ça ne sera même pas le temps. Ouais. Mais le fait déclencheur, est-ce que ça n'a pas été l'affaire Benalla et votre intervention devant la commission d'enquête parlementaire? Vous disiez ne pas connaître Alexandre Benalla, alors que partout, il était partout pendant la campagne électorale présidentielle avec vous, et vous rejetiez la responsabilité sur ceux qui ne vous avaient pas informé des événements si vous du 1er mai. les meetings, c'était à peu près, à notre grand étonnement d'ailleurs, c'était 15 000 personnes. Et vous avez une meute de personnes qui poussent, comme on l'a vu hier, par exemple sur la gare. Vous reconnaissez qui là-dedans? Bien sûr que j'avais vu Benalla. J'ai toujours pensé que c'était un officier de police chargé de présider à la sécurité du président. Comme il y en a des dizaines autour de lui. Je n'en connais, je dois dire, aucun. Je les vois de vue, mais je ne les connais pas. Ouais. Et là, vous ne doutiez pas du rôle qu'il avait. Personne ne vous l'avait dit, vous, ministre de l'Intérieur, ministre d'État. Attendez, personne ne me détaille, par exemple, lui, il n'était même pas sur l'annuaire officiel, mais personne ne me détaille qui est qui dans l'équipe du président. Il y en a des dizaines. Moi, je parle avec le président, avec Stroda, avec Koller, point. Oui, l'état-major de l'Élysée. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été bon ce jour-là? Juste, précis. Ouais. Mais ce que je savais. Ouais, mais vous avez renvoyé la responsabilité sur les autres. Oui, enfin, j'ai dit que ce n'était pas au ministère de l'Intérieur que nous avons fait exactement notre travail. Mais on ne vous l'a pas reproché après? Non, le président ne me l'a jamais reproché. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un froid depuis? Le froid est né là entre vous? Non, je ne crois pas. Le froid n'est pas né de cette affaire Benalla, non. Et d'ailleurs, donc vous reconnaissez qu'il y a eu un froid. Il est né où alors? J'ai vu encore, il y a 15 jours, 20 jours, le couple, j'allais dire de manière tous les trois. C'est-à-dire Brigitte, Macron, voilà. Emmanuel Macron, c'était le dîner du 10 septembre. Je pensais que ce serait un dîner secret, mais juste avant moi, il y avait Bono. Et comme Bono intéresse plus que Gérard Collomb, il y avait 40 caméras. Donc j'arrive, je me demande pourquoi il y a ces caméras. Et puis on me dit, ah mais oui, il me dit, j'avais Bono avant. Oui, et donc le dîner dont vous n'auriez jamais dû entendre parler, tout le monde évidemment... oui, mais c'était un dîner de tête importante et vous vous êtes dit des vérités, paraît-il. Oui, si vous voulez, on a parlé d'une série de sujets. Et contrairement à ce que j'ai lu dans la presse, où il y avait eu des propos entre Brigitte Macron et moi, au contraire, nous sommes extrêmement liés et nous partageons souvent les mêmes points de vue parce que, vous voyez, elle sort souvent et donc elle entend ce que les gens lui disent. Et alors, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent attention, il faut qu'Emmanuel il soit plus comme ceci, qu'il écoute ce qu'on dit de tel autre point. Et pendant le dîner, elle le disait? Oui, bien sûr. Hein? Elle a au moins cette franchise, Brigitte, c'est qu'elle parle comme elle pense, c'est-à-dire elle dit ce qu'elle a dans la tête. Mais qui a été le plus sévère sur les reproches et les critiques? Mais personne n'a été sévère, je veux dire, c'est un dîner qui s'est assez bien passé, contrairement à tout ce que j'ai lu dans la presse. Oui, depuis longtemps, et puis quand vous parlez de Madame Macron, vous dites Brigitte, parce que vous aviez des rapports ou des relations qui étaient confiants, qui étaient amicaux, qui étaient proches. La crise vous éloigne? Non. Non, on s'appelle toujours Brigitte et Gérard. Ouais. Et elle m'appelle même, dans des accès de tendresse, mon Gégé. Oui, elle ne vous a pas dit, est-ce qu'elle vous appelle encore mon Gégé? Oui, elle m'appelle va pas dire, encore. Mon Gégé, tu n'aurais pas dû partir. Regarde ce que tu fais à mon Emmanuel, non? Non, elle ne m'a pas dit ça. Ouais. Bon. Mais le vrai divorce, la vraie rupture, même si on met des gants, etc., c'est avec lui. Vous... Non, mais vous verrez dans les prochains jours que ce n'est pas une rupture. À la place où je serai demain, particulier représentant d'une collectivité locale, je pourrais beaucoup, je pense, lui apporter. Essayer justement de retisser des liens avec mes collègues. C'est un appel. Emmanuel, je peux encore servir. Je vais t'aider. Pourquoi voulez-vous que je lance des appels? D'habitude, les gens se battent pour être ministre. Et moi, je me bats pour ne plus l'être.
Donc c'est quand même paradoxal. C'est quand même un tempérament différent. Est-ce qu'il y avait dans l'ombre des manipulateurs qui voulaient vous voir quitter le gouvernement? Ah oui, il y en avait beaucoup, oui. Quand vous êtes au ministère de l'Intérieur, il y en a 3000 à travers la planète qui rêvent de devenir ministre de l'Intérieur. D'accord, mais qui vous ont ciblé? Qui écrivaient des articles dans un certain nombre de médias. C'est qui? C'est qui? Moi, je ne sais pas, demander aux journalistes. Non. Ah oui, les journalistes. C'est pas les journalistes, vous n'êtes pas la presse. Je demandais, on me disait, ce sont les préfets. Je vais voir les préfets. J'ai plein de témoignages de SMS de préfets là, qui me disent Monsieur Collomb, on vous regrette. J'ai vu les policiers, les gendarmes, je les connaissais bien. Ils sont à la base, je vais les voir partout sur le territoire. Donc c'était des gens qui, quelque part, avaient envie que je m'en aille. Mais en ayant envie que je m'en aille, ils déstabilisaient l'institution et c'est cela que je n'ai pas voulu. Donc ils conspiraient contre vous pour vous faire partir et vous leur donnez satisfaction, vous partez? À un moment donné, il faut protéger l'institution. Ouais. Alors, est-ce qu'il y avait des désaccords politiques avec Emmanuel Macron? Il m'avait, je vais vous dire, il m'avait 3 semaines avant donné un grand coup de main. Parce que le budget de la police, de la gendarmerie... la loi immigration et asile. Oui, mais surtout police et gendarmerie, en gros, toutes les forces de sécurité intérieure. Il m'avait donné 250 millions de plus de budget et il m'avait donné un gros coup de main parce qu'on n'aurait pas pu faire les 10 000 policiers et gendarmes qu'il voulait recruter. Là, on les fait et là, ils vont dans les quartiers. Ça, c'est intéressant. Et pourtant, on dit que c'est insuffisant. Entre Nicolas Hulot et vous, on dit que vous avez démissionné l'un après l'autre. Mais vous, Collomb, vous dites Collomb et Hulot, c'est pas la même chose. Non, parce qu'il est parti avec beaucoup de critiques sur le gouvernement, justifiées ou non. Ce n'est pas à moi de le dire. Moi, je dis que le gouvernement a fait des réformes importantes sur l'économie, sur le travail, qu'il doit s'attaquer maintenant à un certain nombre d'autres problématiques. Je pense que les fractures qui traversent la France sont importantes, fractures ville et campagne, et les fractures à l'intérieur des quartiers. Quand l'opposition ou les oppositions elles ont envie d'instrumentaliser votre départ, il y en a qui veulent vous engueuler il n'y a pas longtemps et qui trouvent que c'est bien parce que c'est une occasion d'attaquer le président de la République. Mais même à gauche, on vous accuse de, je cite, manquement au sens de l'État, en temps de guerre contre le terrorisme, abandon de poste. Si vous voulez, lutte contre le terrorisme, jusqu'au dernier moment, on est présent. Et vous voyez, par exemple, le matin même où j'allais remettre ma démission, nous faisions une opération à Grande-Synthe pour démanteler une base du Hezbollah. Donc ça veut dire qu'on n'avait évidemment pas préparé. La menace terroriste est forte encore? La menace est toujours forte, oui. Lorsque vous regardez, par exemple, extérieur du côté du sud de la Turquie, vous voyez qu'il y a une poche terroriste ici. En Libye, les combats qui sont passés à Tripoli ces derniers temps, il y avait donc un certain nombre de milices qui étaient proches de Daesh. Oui, la menace terroriste est forte à l'extérieur et elle reste forte par des jeunes qui, au sein de notre pays, vont sur les réseaux sociaux et voient des propagandes de Daesh. Et vous vous dites maintenant c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. D'ailleurs, quelles qualités sont nécessaires aujourd'hui pour un ministre de l'Intérieur actif? Beaucoup de travail. Oui. Une grande polyvalence parce que vous traitez à la fois les collectivités locales, vous traitez les préfets, vous traitez la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la protection civile de manière générale. Donc il faut avoir une gamme extrêmement vaste de qualité, ou en tout cas de perception des différentes réalités. Vous êtes entendu avec les hommes et les femmes qui Je les ai adorés. Ouais. Les policiers et les gendarmes, c'est des gens formidables qui vont au charbon. Là où personne n'y va plus, qui vont de nuit dans des quartiers où ils savent qu'on peut leur tendre des guet-apens. Ouais, moi je les ai beaucoup aimés. Ouais. Et vous êtes parti. Mais un jour il faut partir. Vous voyez, ils ne m'en veulent pas. Ils m'ont offert mes gardes de protection là. Cette montre qu'ils ont fait graver à mon nom le jour où je suis parti hier. C'est beau ça. Et je vois que vous la portez. Voilà, et elle dit quelle heure? Elle dit la vraie heure. Elle dit la vraie heure. Lors de
l'étrange et glaciale passation des pouvoirs avec le Premier ministre Édouard Philippe. Vous avez... C'est la cour de Beauvau qui est froide, naturellement. Vous avez décrit la situation effrayante des banlieues et des quartiers. Vous dites qu'ils se ghettoisent. C'est la loi du plus fort qui s'impose. La loi des narcotrafiquants, des islamistes radicaux a pris la place de la République. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. C'est grave, ça? Oui, mais ce constat il est partagé par un certain nombre de maires. Vous savez, lorsque vous allez à Corbeil, lorsque vous allez à Aulnay, lorsque vous allez à Sevran, lorsque vous allez à Échirolles, les maires sont d'opinion politique totalement différentes. Mais ils font le même constat. Et donc, il faut effectivement agir de manière C'est un échec puisque ça continue, puisque le salafisme monte. Nous sommes en train de reprendre ces problèmes en main. C'est pour ça que j'ai créé les quartiers de reconquête républicaine, où je mets 30 personnes. Et où vous voyez, par exemple, le maire communiste d'Échirolles me dit, Monsieur Collomb, à un moment donné, il faudra envoyer aussi les CRS en renfort. Et donc, nous allons envoyer, ou mon successeur va envoyer, vous voyez, je suis encore dans le jus, quoi, va envoyer les CRS de manière à pouvoir rétablir l'ordre. J'ai vu des petites mémés remarquables qui s'étaient installées dans les halls pour que les dealers ne viennent pas. Oui, mais on voit bien que toute cette situation peut avoir des graves conséquences, que la démocratie ou même la République sont en ce moment minées. Oui, c'est pour cela qu'il faut la faute, c'est à vous, c'est à l'État qui doit agir. C'est à l'État, c'est aux collectivités locales de pouvoir agir en partenariat. Et la police de sécurité du quotidien, c'est justement une police de partenariat. Je ne suis pas Brigitte, je ne peux pas vous dire GG. Alors je dis Gérard Collomb, quand vous allez retrouver votre fauteuil de maire, quand vous serez réélu maire de Lyon? Au début du mois de novembre. C'est-à-dire encore 3 semaines, un mois. Voilà, c'est ça. Mais si j'ai bien compris, je ne dis pas que vous avez fait une campagne, mais je sais que depuis que vous êtes à Lyon, vous êtes sollicité, appelé, etc. Et vous n'avez pas l'impression d'avoir choisi les Lyonnais au détriment de la sécurité, de la protection de tous les Français? Non, je crois que, si vous voulez, l'agglomération lyonnaise est un exemple qu'on ne regardait plus assez, parce que chaque fois que je parlais de Lyon, on me disait oui, évidemment, il va nous parler de Lyon. Mais c'est un modèle à la fois de développement économique, mais en même temps d'équilibre social. Et donc, voilà ce que l'on a fait à Lyon, on peut le faire dans beaucoup de grandes villes, et donc résorber. Mais pourquoi cette quartiers. impatience à revenir? Où est l'urgence? Qu'est-ce qui cloche ici? Mais parce qu'à un moment donné, il y a une situation qui se présente, où vous dites qu'au niveau national, on a fait tout ce qu'on devait. Vous voyez, on a fait la police de sécurité du quotidien, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai fait la loi SIL, j'ai fait la loi immigration, j'ai fait les quartiers de reconquête républicaine, j'ai fait surgir des générations nouvelles de policiers. Vous allez redevenir maire de Lyon jusqu'en 2020 et vous ferez campagne pour le rester. Vous êtes aussi sénateur. Est-ce que vous allez cumuler les deux rôles? C'est aujourd'hui impossible d'être à la fois sénateur et membre d'un exécutif. Oui, c'est-à-dire que vous démissionnerez le sénateur dès que vous deviendrez maire. Bien sûr. Et d'autre part, vous aviez placé un de vos proches, je crois qu'il s'appelle David Kemmelfeld, à la présidence de la métropole. Et j'ai vu hier, il vous a averti, je ne suis pas un intermittent. Ce matin, est-ce que vous voulez aussi récupérer la métropole? Non, pas du tout. Il restera président de la métropole jusqu'en 2020 et même après, si vous voulez. Le système qu'on a monté, c'est qu'on ne peut pas être à la fois maire de Lyon et président de la métropole. Donc, d'une certaine manière, on anticipe. Alors après, je mènerai des listes parce que je pense être le plus connu aujourd'hui sur tout le grand territoire. Et le moment venu, si les électeurs nous donnent la victoire, et ça, il ne faut jamais anticiper sur ce sujet. Il y aura une campagne, on la verra. La crise, est-ce que vous dites c'est quand même une crise? Vous dites c'est au-delà de l'anecdote et de la péripétie, même si avec le temps, ça va peut-être s'effacer, mais est-ce que vous vous rendez compte que le vacarme de votre démission va peut-être passer, mais est-ce que ça ne va pas polluer une partie du quinquennat d'Emmanuel Macron? Alors, monsieur El Kabbach, vous savez ce que veut dire krisis en grec? Ouais. C'est le moment du jugement et du basculement.
Ça veut dire que c'est le moment où effectivement on peut basculer du bon côté. Et moi je veux qu'on bascule ce quinquennat du bon côté et que lorsque Emmanuel Macron se présentera à nouveau à un moment donné devant les électeurs, on dise oui, il a fait changer ce pays, oui. Il a permis que d'un point de vue économique il se redéveloppe, que les Français puissent vivre plus heureux. Oui, on oui, a vaincu un certain nombre... D'accord, donc c'est-à-dire au comble de l'apparence de la déloyauté, vous dites, pour rester loyal. Mais vous dites qu'est-ce que j'ai entendu, un deuxième mandat quand il va se présenter devant les électeurs. Gérard Collomb, qui lui a porté un coup, là, pense qu'il aide à devenir, à être élu président de la République. Et ça, c'est votre jugement, mais chez moi, il n'y a pas de rupture avec Emmanuel Macron. Je lui demande d'aller dans un certain sens. Quand j'ai rejoint Emmanuel Macron, c'est pas que tout d'un coup, je trouvais l'homme présidentiel, c'est qu'il me semblait incarner des idées. Et donc des idées que je défends depuis 20 ans, combinées économiques et sociales. D'accord, mais là, il y a un coup, qu'est-ce qu'il doit corriger? Qu'est-ce qui devrait changer? Je là, puisqu'on est comme tout à l'heure. Vous dites, vous aimez bien citer les mots grecs, l'autre jour c'était l'hubris, maintenant c'est la crisis. Et alors, on est là, comme ça peut basculer ou basculer pas. Oui, non, c'est bien, vous avez raison, on peut citer le grec ou le latin, on pourrait. Qu'est-ce qu'il faut qu'il change en lui et dans les rapports avec les autres? Montrer, si vous voulez, que les mesures semblent aujourd'hui abstraites. Il faut qu'il les rende concrètes pour les Français et qu'il puisse expliquer que si je prends telle ou telle mesure, c'est pour vous et pour telle ou telle raison. Aujourd'hui, comme les réformes se bousculent un peu, une réforme passée, paf, on passe à une autre, et on n'a plus le temps d'expliquer le sens de ces mesures. Pourquoi ça va changer la vie de catégories de population? Vous voyez, quand on va faire zéro charge au SMIC, ça donne de l'espérance d'emploi à des centaines de milliers de gens. Qui va le lui dire, étant proche de lui, qui va lui faire les remarques pour que, à cause de la crise, il bascule du bon côté? Alors, je vais vous dire, je vais lui téléphoner, je vais lui dire Jean-Pierre Elkabbach m'a dit qu'il fallait que je vous appelle tous les matins. Ah, vous voyez maintenant? Non, je le tutoie. Bon. Je vais vous faire une dernière remarque. Je vous le dis sans rire. Là, ce matin, vous restez macroniste entre nous. Oui, bien sûr que je pense qu'il y a une nouvelle aventure. C'était quoi le macronisme? C'est la volonté de rassembler de gens qui viennent d'horizons différents et qui se réunissent pour faire avancer la France. On voit bien que notre pays... Oui, mais là, le charme est rompu, non? Notre pays, le charme n'est jamais rompu. S'il y a quelque chose dont ne manque pas le président, c'est le charme. Oui, mais attention, après, à un moment, il peut ne plus jouer. Après, il faut que le charme et le fond puissent s'enchaîner totalement pour donner ce renouveau de la France que je crois nos concitoyens attendent tous, parce qu'ils savent que les clivages droite, gauche, puis chacun dans sa position, ça ne marche pas. Alors, il peut y avoir des tâtonnements, mais c'est mieux de tâtonner plutôt que d'être dans des positions crispées. Merci d'avoir reçu CNews et de m'avoir reçu à Lyon. Merci de cette explication. Et l'information continue à Paris avec Lélie, avec Romain et avec Pascal Praud qui vont déchiffrer ce que vous avez dit, trouver ce qu'il y a de bien et ce qu'il n'y a de pas bien dans des explications où vous restez macroniste tout en lui tapant dessus. Non, tout en donnant un certain nombre de conseils et d'orientations. Oui, et quand on va finir, vous allez téléphoner à celle qui vous appelle Gégé, ou alors à lui, ou à Édouard Philippe? Peut-être qu'elle va m'appeler. Vous nous le direz. Ok. Bonne journée. Allez, bonne journée. Merci d'être venu pour CNews. Merci. À Fourvière, l'hôtel de Fourvière, qui est un ancien couvent et qui est magnifiquement réussi. Oui. Formidable, avec de très belles sculptures. Vous voyez Reynoso ici. C'est quelqu'un, un artiste que j'avais fait travailler sur les rives de Saône et que le propriétaire de l'hôtel a retrouvé tellement beau qu'il a fait venir. Et que l'on montre avec le lever du jour. Merci.